Le jour de mon 30e anniversaire, mes parents ont volé les 2,3 millions de dollars que j'avais économisés. Papa a ricané, la famille exige des sacrifices. Maman a soupiré, ta sœur en a besoin. Je n'ai pas pleuré. Je leur ai juste tendu un dossier en manille. Ils étaient tombés dans mon piège. Mon 30e anniversaire n'est pas arrivé avec un gâteau ou des ballons, ni même avec un message texte sans conviction de ma famille. Il est arrivé avec le bourdonnement stérile de la climatisation au 40e étage de mon cabinet comptable, l'odeur de café brûlé de la salle de pause, et le reflet froid et dur de 3 écrans d'ordinateur illuminant mon visage. Je suis auditrice jury comptable d'entreprise. Toute ma vie tourne autour de la recherche de l'argent que les gens essaient de cacher. Je traque les anomalies. Je cherche les écarts infimes, presque imperceptibles, dans les feuilles de calcul qui révèlent quand quelqu'un ment, triche ou vole. C'est un travail qui exige un détachement émotionnel absolu, une concentration implacable sur la trace écrite, et une compréhension fondamentale que les êtres humains révéleront toujours leur vraie nature lorsque de grosses sommes d'argent sont en jeu. On ne peut pas avoir pitié du dirigeant qui a détourné des fonds de l'entreprise pour payer ses dettes de jeu cachées. Tout comme on ne peut pas avoir pitié des gens qui vous ont élevé lorsqu'ils ont finalement franchi la ligne de la manipulation émotionnelle à la fraude électronique fédérale. C'était un mardi après-midi. Le bureau était calme, à l'exception du cliquetis rythmé des claviers et de l'appel téléphonique occasionnel étouffé provenant d'une salle de conférence aux parois de verre au bout du couloir. J'étais plongé dans un audit pour une entreprise de logistique, traçant un réseau complexe de sociétés écrans et de fournisseurs fantômes, complètement dans mon élément. Mais une petite partie isolée de mon cerveau surveillait l'horloge dans le coin inférieur droit de mon écran. 14h14 de l'après-midi, 14h15, 14h16. Je savais qu'il le ferait aujourd'hui. Mon père était une créature d'une habitude absolument arrogante, et il aimait la théâtralité des dates importantes. Il aimait le pouvoir, et quoi de plus puissant que d'effacer complètement l'existence financière de sa fille aînée le jour exact de son anniversaire? À 14h19, mon téléphone portable personnel, posé face vers le haut sur le bois poli de mon bureau, a vibré. C'était un bourdonnement unique et soutenu, pas un texto d'un ami, pas un rappel de calendrier. C'était l'alerte personnalisée que j'avais configurée il y a 3 ans pour un compte bancaire leur spécifique. Je n'ai pas eu le souffle coupé. Je n'ai pas laissé tomber ma tasse de café. J'ai lentement retiré mes mains de mon clavier, les posant sur mes genoux, et j'ai regardé l'écran. La bannière de notification était sobre, blanche et complètement dépourvue d'émotion. Elle disait « Le retrait de 2 340 000 $ de votre compte d'épargne se terminant par 4 591 a été traité à 14h19 de l'après-midi, heure normale de l'Est, à l'agence du centre-ville. Votre nouveau solde est de 132,14 $. Voilà. Le point culminant de 3 ans de planification méticuleuse et épuisante. Ils l'avaient vraiment fait. Ils étaient entrés dans une agence bancaire physique en plein milieu d'un jour de semaine, avaient présenté des documents d'identité falsifiés, avaient imité ma signature et avaient transféré ce qu'ils croyaient être toutes les économies de ma vie hors de mon contrôle. Ils avaient volé 2,3 millions de dollars. Pendant une fraction de seconde, j'ai imaginé ce qu'une fille normale ressentirait à ce moment. La trahison écrasante, la panique de voir le travail acharné de toute une vie anéantie d'un simple clic. La terreur suffocante de la ruine financière absolue. Mais je n'ai rien ressenti de tout cela. J'ai ressenti le calme glacial et profond d'un chasseur regardant un prédateur marcher directement sur la plaque de déclenchement d'un piège en acier. J'ai pris le téléphone. J'ai ouvert l'application bancaire, pris 3 captures d'écran distinctes en haute résolution des détails de la transaction, de l'horodatage et du solde nouvellement épuisé. J'ai immédiatement téléchargé ces images sur 2 serveurs cloud cryptés distincts et transféré le courriel automatisé sur un disque dur hors ligne sécurisé. La redondance est la première règle de l'audit. On ne se fie jamais à une seule source de vérité lorsque l'on monte un dossier contre des criminels. Mon collègue, un analyste junior nommé Marc, a passé la tête par-dessus la cloison de mon cubicule. Il tenait une pile de dossiers et avait l'air légèrement stressé. « Et, Audrey » a-t-il dit en ajustant ses lunettes. « Ça va ? Tu as l'air incroyablement tendu en ce moment. Avons-nous trouvé les factures manquantes pour le compte d'expédition ?» J'ai levé les yeux vers Marc. Mon rythme cardiaque était parfaitement stable. Ma respiration était lente et mesurée. « Non, Marc, ai-je dit, ma voix parfaitement égale. Le compte d'expédition va bien. Je viens de recevoir une alerte pour un autre type d'audit.
Une inspection inopinée. Il semble que les cibles viennent de soumettre toutes les preuves requises. Marc avait l'air confus, mais il était trop occupé pour être curieux. Oh, d'accord. Eh bien, dis-moi si tu as besoin d'aide pour l'extraction des données. J'ai toutes les données dont j'ai besoin, ai-je répondu. J'ai verrouillé mon écran d'ordinateur, je me suis levé et j'ai lissé les plis de mon pantalon de tailleur. J'ai pris mon blazer sur le dossier de ma chaise. Je prends le reste de l'après-midi. Une urgence familiale vient de survenir. J'ai quitté le bureau, j'ai parcouru le long couloir jusqu'aux ascenseurs et je suis descendu au parking en silence total. J'avais une performance à donner. La scène était prête, les acteurs étaient en place, et il était temps pour moi de jouer le rôle de la fille dévastée et brisée une dernière fois. Le trajet jusqu'à la maison de mes parents a duré exactement 45 minutes. J'ai utilisé ce temps pour faire la transition. Je devais enterrer l'auditrice jury comptable d'entreprise et ressusciter la version d'Audrey que mes parents s'attendaient à voir, la bête de somme docile, légèrement naïve et émotionnellement réactive qu'ils avaient cultivée pendant une décennie. Je devais avoir l'air d'une femme dont le monde entier venait de s'effondrer. J'ai un peu décoiffé mes cheveux, je me suis frotté les yeux jusqu'à ce qu'ils soient rouges et irrités, et je me suis entraîné à respirer par halètement court, superficiel et paniqué. Leur quartier était une banlieue aisée et bien entretenue où les pelouses étaient agressivement vertes et les maisons ressemblaient à des forteresses de la respectabilité de la classe moyenne supérieure. En entrant dans l'allée, j'ai remarqué le silence immaculé de la rue. C'était la couverture parfaite pour la pourriture absolue à l'intérieur de leur maison. J'ai coupé le moteur, pris une dernière grande inspiration pour bien camper mon personnage, et je me suis pratiquement jeté hors de la voiture. J'ai laissé la portière du conducteur ouverte et j'ai sprinté sur l'allée en briques. Je n'ai pas pris la peine de frapper. J'ai ouvert la porte d'entrée en grand, la laissant claquer contre le mur. « Maman, papa » ai-je crié, injectant dans ma voix une panique brute et non filtrée. « Où êtes-vous » Je les ai trouvés dans le salon de réception. La scène était si grotesquement domestique que j'ai failli sortir de mon rôle et rire. Ma mère, Eleanor, était assise dans son fauteuil à oreilles préférée. Elle tenait une délicate tasse à thé en porcelaine à fleurs, la belle vaisselle qu'elle ne sortait que pour les invités importants ou les grandes étapes familiales. Son petit doigt était légèrement tendu. Elle ressemblait à une femme profitant d'un paisible dimanche après-midi. Mon père, Arthur, était affalé sur le canapé en cuir. Il avait la section financière du journal ouverte sur ses genoux et ses lunettes de lecture étaient perchées sur l'arête de son nez. Ils ont tous les deux levé les yeux lorsque j'ai fait irruption dans la pièce. Il n'y avait aucune surprise sur leur visage. Aucune inquiétude pour mon état frénétique. Il y avait seulement un masque de neutralité profondément troublant et soigneusement construit, sous lequel je pouvais voir le lustre huileux distinct d'une arrogance suprême. Mon argent, ai-je haleté, m'agrippant au cadre de la porte comme si je ne pouvais pas supporter mon propre poids. Mon compte d'épargne. Celui de la Banque nationale. Il a disparu. Je viens de recevoir une alerte au travail. Il est complètement vide. 2,3 millions de dollars. Papa, quelqu'un l'a volé. Nous devons appeler la police tout de suite. Quelqu'un a piraté mon compte. Mon père a lentement, délibérément, plié son journal. Il a pris son temps pour créer une pose théâtrale conçue pour affirmer son contrôle absolu sur la pièce. Il a posé le journal plié sur la table basse et a enlevé ses lunettes de lecture. Il m'a regardé non pas avec la colère protectrice qu'un père devrait avoir lorsque sa fille se fait voler, mais avec une pitié condescendante. « Personne n'a piraté ton compte, Audrey, a-t-il dit. Sa voix était douce, riche et suintante d'autorité. Et nous n'allons certainement pas appeler la police. Ma mère a pris une lente et délicate gorgée de son thé Earl Grey. Elle ne m'a même pas regardé. Elle a gardé les yeux fixés sur un tableau accroché au mur du fond. « De quoi parles-tu » ai-je demandé, ma voix tremblant parfaitement. L'argent a disparu. Il a été transféré il y a 1 heure. Arthur s'est levé. Il s'est dirigé vers moi, un homme grand et imposant qui avait passé toute sa vie à intimider les gens pour les soumettre. Il s'est arrêté à quelques mètres, envahissant mon espace personnel juste assez pour être intimidant. Les fonds n'ont pas été volés, Audrey, a-t-il expliqué, me parlant comme si j'étais une enfant un peu simplette qui ne pouvait pas comprendre l'arithmétique de base. Les fonds ont été réaffectés pour le bien général de l'unité familiale. Je l'ai regardé fixement, laissant ma bouche s'ouvrir dans une incrédulité feinte. Réaffectés ?
Qu'est-ce que ça veut dire? C'était mon argent. J'ai travaillé pour cet argent pendant 10 ans. Cela veut dire, a renchéri ma mère depuis son fauteuil, sa voix un doux ronronnement manipulateur, que ta sœur en a besoin, ma chérie. Les frais de scolarité de l'école de médecine de Chloé sont dus. Elle a été acceptée dans ce prestigieux programme privé, et cela nécessite un engagement financier initial massif pour garantir son héritage. Tu sais à quel point c'est important pour elle, pour nous tous. Vous l'avez pris, ai-je murmuré, reculant comme si j'avais été frappé physiquement. Vous avez imité ma signature et vous avez pris toutes les économies de ma vie pour payer l'école de Chloé. Mon père a laissé échapper un bref ricanement dédaigneux, un sourire mauvais et triomphant s'étalant sur son visage. La famille exige des sacrifices, Audrey. Tu as toujours été la personne pratique. Tu n'as pas besoin de millions de dollars qui ne font rien. Chloé va devenir chirurgienne. Elle est l'avenir de cette famille. Ton argent a assuré son chemin. Tu devrais être fier de contribuer. Il a tendu la main et m'a tapoté l'épaule, un contact lourd et paternaliste qui m'a donné la chair de poule. Ne sois pas égoïste à ce sujet. Tu te reconstruiras. Tu es une grande travailleuse. Ils se tenaient là, enveloppés dans leurs illusions de grandeur et de droit, attendant que je m'effondre. Ils s'attendaient à ce que je tombe à genoux, que je pleure, que je crie à l'injustice, que je les supplie de me le rendre. Ils s'attendaient à la réaction émotionnelle d'une victime. J'ai regardé la main de mon père sur mon épaule. Puis j'ai regardé son visage suffisant. La panique que j'avais projetée s'est instantanément évaporée. J'ai redressé ma colonne vertébrale. Ma respiration est revenue à son rythme normal de repos. La fille effrayée a disparu et l'auditrice jury comptable a pris sa place. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. J'ai regardé directement dans les yeux de mon père et j'ai souri. C'était un sourire froid, vide et complètement terrifiant. Merci, Arthur. J'ai dit, ma voix baissant d'une octave, complètement dépourvue d'émotion. Merci d'être si prévisible. Et merci d'avoir laissé tes empreintes digitales sur toute l'arme du crime. Pour comprendre la glace absolue dans mes veines à 30 ans, il faut comprendre le feu dans lequel j'ai été jeté à 20 ans. Je ne suis pas né cynique. Je ne suis pas né en considérant les membres de ma famille comme des entités hostiles à auditer et à gérer. Je suis né en voulant exactement ce que chaque enfant veut. De l'amour, de l'approbation et un sentiment d'appartenance. Mais dans ma famille, l'amour n'était pas un droit. C'était une denrée hautement conditionnelle, et j'étais la monnaie d'échange désignée. Tout a commencé la semaine où j'ai reçu mon tout premier vrai chèque de paie. J'avais 20 ans. J'avais passé 2 années épuisantes à obtenir une certification spécialisée en saisie de données financières tout en travaillant de nuit dans un restaurant rapide. Un poste de débutant dans un cabinet comptable local m'a embauché presque immédiatement. Ce n'était pas un travail glamour, juste des colonnes de chiffres sans fin, la réconciliation des comptes fournisseurs pour de petites entreprises, mais c'était le mien. C'était un vrai salaire. C'était la clé de ma liberté. Je me souviens de rentrer à la maison ce vendredi après-midi avec l'enveloppe scellée posée sur le siège passager de ma Honda de 15 ans. Le soleil brillait. Je ressentais une immense fierté. Pour la première fois de ma vie, je me suis permis de rêver d'un minuscule appartement d'une chambre. Un endroit où les murs seraient à moi, où je pourrais laisser un livre sur la table sans qu'il soit jeté à la poubelle pour créer du désordre. Où l'air ne bourdonnerait pas constamment de la menace silencieuse de la colère de mon père. Je suis entré dans la maison avec un sourire aux lèvres. Ce sourire a duré exactement 10 secondes. Audrey, dans la salle à manger, la voix de mon père a résonné depuis le fond de la maison. Ce n'était pas une demande. C'était une convocation. Je l'ai trouvé assis au bout de la longue table de salle à manger en chêne. Il ressemblait à un juge-président un tribunal. Juste en face de lui se trouvait un épais registre à couverture rigide noire. À côté, une calculatrice argentée. Ma mère se tenait près de la fenêtre, les bras croisés, regardant dehors. Elle ne s'est pas retournée pour me saluer. « Assieds-toi » a ordonné Arthur en montrant la chaise juste en face de lui. Je me suis assise. J'ai posé mon chèque de paie non ouvert sur la table. « Tu as reçu ton premier versement d'entreprise aujourd'hui » a-t-il déclaré. Il n'a pas demandé. Il savait. « Oui » ai-je dit, un nœud se formant dans ma gorge. J'allais juste l'ouvrir. « Pas la peine » a répondu Arthur.
Il a tapoté la calculatrice argentée avec le bout de son stylo. J'ai appelé le service de la paie de ton entreprise ce matin. Je leur ai dit que je mettais à jour nos dossiers fiscaux familiaux. Ton salaire brut pour ce cycle est de 1200 $. Après les impôts fédéraux et étatiques, ton salaire net est de 984,12 $. L'air dans la pièce est soudainement devenu rare. Je l'ai regardé, complètement choqué. Tu as appelé mon employeur. Tu leur as demandé mes informations financières privées dans mon dos. Pourquoi ferais-tu ça? Les yeux d'Arthur se sont rétrécis. La température dans la pièce a chuté. Il s'est penché en avant, posant ses avant-bras sur la table. Parce que tu ne sembles pas comprendre comment fonctionne cette maison, Audrey. C'est une famille et dans cette famille, nous sommes une seule unité économique. Tu n'existes pas dans le vide. Nous t'avons logé, nourri, vêtu et toléré ta présence pendant 2 décennies. Tu es un actif de ce foyer, et il est temps que cet actif commence à générer un retour sur notre investissement. Il a ouvert le registre noir. Il a tourné à une page avec mon nom écrit en lettres capitales et nettes. Il a retourné le livre et l'a poussé vers moi. Ceci est le système de contribution familiale, a-t-il expliqué, sa voix entièrement dépourvue de chaleur. À partir de ce jour, 80% de votre revenu net de toutes sources confondues doit être déposé directement sur le compte courant commun du foyer. Tu garderas 20% pour couvrir ton essence, ton assurance auto et tes besoins personnels. J'ai déjà fait le calcul pour ce cycle de paie. Tu dois au foyer 787,30 $. Tu vas me faire un chèque tout de suite. Je me sentais physiquement malade. 80%. C'était un impôt exorbitant. C'était une peine de prison financière, 80%. Papa, je ne peux pas survivre avec 20%. Je comptais économiser pour déménager. Je voulais prendre un appartement. Tu n'as pas besoin d'un appartement. Ma mère a finalement parlé, se détournant de la fenêtre. Sa voix était pleine de condescendance. Tu as une chambre parfaitement convenable ici. Pourquoi gaspillerais-tu de l'argent en loyer alors que ta sœur a tant de besoins? Chloé commence bientôt le lycée. Elle a besoin de tuteurs. Elle a besoin d'activités extrascolaires. Elle a besoin d'une garde-robe qui donne une bonne image de cette famille. Nous devons tous nous sacrifier pour le potentiel de Chloé. Audrey, ne sois pas avide. J'ai regardé de l'un à l'autre. J'étais piégé. Je n'avais ni économie, ni historique de crédit, et nulle part où aller. Si je refusais, Arthur me mettrait à la rue avec absolument rien. Il le savait, et je le savais. J'ai pris mon stylo. Ma main tremblait si fort que je pouvais à peine former les lettres. J'ai écrit le chèque de 787,30 $. J'ai renoncé à ma liberté, et le registre noir l'a englouti. La règle des 80% n'était pas une mesure temporaire. C'était la base permanente de mon existence pour la décennie suivante. Au fur et à mesure que je vieillissais, que je retournais à l'école le soir pour obtenir mes diplômes de comptabilité avancée, que j'obtenais des promotions et des augmentations substantielles, le pourcentage n'a jamais changé. Le registre noir absorbait simplement plus d'argent. Je courais sur un tapis roulant qui accélérait sans cesse, mais je n'avançais jamais d'un pouce. Ma vie est devenue une masterclass d'endurance physique et mentale extrême. Parce que 20% de mon salaire principal suffisait à peine à couvrir mes frais de subsistance de base, j'ai dû trouver d'autres moyens de survivre. J'ai pris un deuxième emploi de saisie de données de nuit pour une société de facturation médicale. J'ai pris un troisième emploi le week-end pour vérifier les inventaires des magasins de détail locaux. Je travaillais 80, parfois 90 heures par semaine. Mon uniforme se composait de pantalons et de chemisiers bon marché achetés dans des friperies. Mes repas se composaient de riz en vrac, de haricots et de tous les produits abîmés à prix réduit que je pouvais trouver à l'épicerie à minuit. Je sentais constamment le café bon marché et l'épuisement. J'étais un fantôme hantant ma propre vie. Et puis il y avait Chloé. Si j'étais la servante sous contrat de la famille, ma sœur cadette Chloé était la monarque régnante. Elle avait 5 ans de moins que moi, belle, charismatique et totalement immunisée contre les règles qui régissaient ma vie. L'argent qui était systématiquement drainé de mon compte bancaire était directement injecté dans l'écosystème doré de l'existence de Chloé. La disparité n'était pas subtile. Elle était violente dans son évidence. Quand Chloé a eu 16 ans,
elle n'a pas eu droit à une poignée de main polie et à un sermon sur la responsabilité financière. Elle a eu une fête, un immense événement traiteur dans le jardin avec un DJ et un éclairage professionnel. Je me souviens d'être dans la cuisine ce jour-là, portant mes chaussures usées, le dos endolori par un service de 14 heures, regardant par la fenêtre Arthur conduire Chloé vers l'allée, les mains sur les yeux. Garée sur le trottoir se trouvait une BMW décapotable rouge cerise flambant neuve avec un énorme nœud blanc sur le capot. Chloé a crié de joie. Elle a sauté dans les bras d'Arthur. Eleanor a pleuré des larmes de joie, applaudissant. J'ai regardé cette voiture et mon cerveau d'auditrice d'entreprise l'a instantanément décomposé. Cette voiture n'était pas un cadeau. Cette voiture représentait 3 ans de mes heures supplémentaires volées. Cette voiture représentait les milliers d'heures que j'avais passées à regarder des feuilles de calcul jusqu'à ce que ma vision se brouille. Cette voiture était mon manque de sommeil, ma nourriture bon marché, ma vie sociale inexistante, enveloppée dans de la peinture rouge et offerte à une adolescente qui n'avait jamais travaillé un seul jour de sa vie. Cela ne s'est pas arrêté là. Quand Chloé est allée à l'université, ce n'était pas l'école publique locale pour laquelle je m'étais battu pour y assister le soir. C'était une université privée d'élite hors de l'État. Pendant que je prenais le bus de la ville pour mon 3e emploi sous une pluie glaciale parce que je ne pouvais pas me permettre de réparer le chauffage de ma vieille Honda, Chloé publiait des photos sur les réseaux sociaux de son voyage de relâche à Canquin. Je me souviens d'être assise dans la salle de pause au travail, mangeant un sandwich froid, regardant une photo de ma sœur tenant une margarita sur un yacht dans les eaux turquoises du Mexique. La légende disait « Je vis ma meilleure vie ». Merci, maman et papa, d'avoir rendu cela possible. Maman et papa n'avaient pas rendu cela possible. C'est moi qui l'avais rendu possible. J'ai financé le yacht. J'ai acheté la margarita. Chaque fois que j'essayais d'aborder l'inégalité, j'étais immédiatement écrasé par le mécanisme de défense familiale. Chloé est spéciale, Audrey, disait Eleanor, déployant son arme préférée, la déception maternelle. Elle a un avenir brillant. Elle a le potentiel d'être un médecin de haut vol. Toi, tu es doué pour t'asseoir derrière un bureau et taper des chiffres. Tu es pratique. Chloé est exceptionnelle. Pourquoi es-tu si jalouse de ta propre sœur? Ça me brise le cœur de te voir si amère. Arthur était plus direct. Tu es un investissement qui a atteint un plateau ricanail. Chloé est un actif de croissance. Tout gestionnaire intelligent alloue le capital à l'actif ayant le plus haut potentiel de rendement. Arrête de te plaindre et fais ton chèque de contribution. Il ne me voyait pas comme un être humain. Il me voyait comme un tuyau utilitaire. Un tuyau dont le seul but était de canaliser les ressources de la dure réalité du monde du travail directement dans la bulle immaculée et sans conséquence qu'ils avaient construite pour Chloé. L'esprit humain ne peut être comprimé que pendant un certain temps avant de trouver une fissure dans le récipient sous pression. Pour moi, cette fissure n'est pas venue sous la forme d'une dispute hurlante massive ou d'un départ spectaculaire. Elle est venue sous la forme d'un morceau de papier froissé. J'avais 22 ans. J'avais pris un bref petit boulot au noir comme serveuse dans un horrible restaurant graisseux le dimanche matin juste pour avoir quelques dollars supplémentaires pour acheter des bottes d'hiver décentes. Arthur ne connaissait pas ce travail. Je lui ai dit que je faisais du bénévolat à la bibliothèque pour étoffer mon CV. Il ne se souciait pas assez de vérifier tant que mon chèque principal de 80% était encaissé tous les vendredis. Le restaurant était misérable. Il sentait la vieille graisse et le pain grillé brûlé. Mais un dimanche, j'ai servi un homme âgé et silencieux qui était assis dans la banquette du coin en lisant un roman. Il a bu 3 tasses de café noir et a mangé une assiette d'œufs. Quand je lui ai apporté l'addition, il a payé le compte exact. Mais alors qu'il se levait pour partir, il a mis la main à sa poche, a sorti un billet de 5 $ et l'a glissé sous sa soucoupe de café. Il m'a regardé, a fait un petit signe de tête polie et est parti. Je me suis approché pour débarrasser la table. J'ai ramassé la soucoupe. Le billet de 5 $ était doux, usé sur les bords et sentait légèrement l'amande poivrée. Normalement, j'aurais déclaré tous les pourboires à Arthur. Le registre noir exigeait une transparence totale. Mais alors que je me tenais là, dans le bruit chaotique du restaurant, fixant le visage d'Abraham Lincoln, une pensée s'est cristallisée dans mon esprit avec une clarté terrifiante. Arthur ne sait rien de ça. Le registre ne sait rien de ça. Cet argent n'existe pas dans leur système. Je n'ai pas mis les 5 $ dans la poche de mon tablier pour les compter plus tard. Je l'ai plié fermement 2 fois et les glissé directement dans la poche de mon jean.
C'était un acte de trahison microscopique. C'était 5 $. Ça ne pouvait même pas acheter un déjeuner décent. Mais en marchant vers ma voiture après mon service, mon cœur battait contre mes côtes comme un oiseau piégé. J'ai ressenti une montée d'adrénaline si intense que mes mains en tremblaient. Ce n'était pas une question de pouvoir d'achat de l'argent. C'était une question de contrôle. Pour la première fois en 2 ans, je possédais quelque chose qu'Arthur ne pouvait pas auditer, ne pouvait pas taxer et ne pouvait pas donner à Chloé. Quand je suis rentré à la maison, je suis allé directement dans ma chambre. C'était une minuscule pièce spartiate avec des meubles bon marché. Je me suis dirigé vers le placard. Dans le coin arrière, près des plaintes, il y avait une brique lâche dans le mur qui recouvrait un vieux conduit de chauffage inutilisé. J'ai retiré la brique. J'ai pris le billet de 5 $ plié, je l'ai placé dans un petit sac de sandwich en plastique et je l'ai poussé profondément dans l'espace sombre. J'ai remis la brique en place. Ce vide caché est devenu mon sanctuaire. La rébellion des 5 $ s'est rapidement intensifiée. J'ai commencé à cacher activement de l'argent avec la précision d'un contrebandier professionnel. J'ai gardé le travail de serveuse et j'ai menti sur les heures. Chaque pourboire en espèces allait derrière la brique. Quand j'ai commencé à faire de la préparation de déclaration de revenus en freelance pour des particuliers en ligne, un autre travail dont Arthur ne savait rien, j'ai ouvert un compte bancaire secret uniquement numérique sous une variation légèrement modifiée de mon nom. Je suis devenu 2 personnes différentes. Pour Arthur et Eleanor, j'étais le drone épuisé et docile qui remettait 80% de son salaire d'entreprise sans poser de questions. Mais dans l'ombre, je construisais un empire de secrets. Chaque nuit avant de m'endormir, je sortais le sac en plastique de derrière la brique. Je comptais l'argent liquide. 10 $, 50 $, 3 cents $, 1000 $. Je me connectais à mon compte numérique secret et je regardais les revenus de freelance augmenter. Cet argent était mon armure. C'était la seule chose qui me permettait de rester saine d'esprit. Cela prouvait que je n'étais pas seulement une ressource à consommer. J'étais une personne avec du pouvoir d'agir. J'accumulais du pouvoir dollar par dollar dans l'obscurité. Je ne savais pas exactement ce que j'allais en faire pour le moment, mais je savais qu'un jour, quand le moment serait venu, j'allais l'utiliser pour m'acheter une sortie de l'enfer. Le tournant, le moment où ma rébellion silencieuse s'est durcie en un désir calculé de destruction absolue, est arrivé quand j'avais 27 ans. À ce moment-là, j'étais une auditrice d'entreprise pleinement qualifiée. J'avais gravi les échelons dans mon cabinet. Je gagnais très bien ma vie, ce qui signifiait qu'Arthur prenait une somme d'argent exorbitante. L'impôt de 80% finançait désormais le style de vie somptueux de Chloé après ses études dans une grande ville pendant qu'elle était censée étudier pour ses examens d'entrée. C'était un samedi matin. J'étais épuisé par une semaine brutale de voyage d'affaires. J'étais assise dans la cuisine, buvant mon café, essayant de profiter de 10 minutes de silence. Eleanor est entrée. Elle a soupiré bruyamment, un soupir théâtral et dramatique conçu pour attirer l'attention. Elle s'est affalée sur une chaise en face de moi. « Audrey, ma chérie, je suis à bout de nerfs » a-t-elle gémi en se frottant les tempes. Le bureau de ton père à la maison est une véritable zone sinistrée. Il jette des papiers dans des boîtes depuis des années. J'ai essayé d'y aller pour trouver le titre de propriété de la maison pour une mise à jour d'assurance, et je ne peux tout simplement pas. C'est trop écrasant pour moi. Tu sais, je suis nul pour organiser les choses. Mon cerveau ne fonctionne tout simplement pas comme ça. C'était le coup signature d'Eleanor, l'incompétence instrumentalisée. Elle feignait l'impuissance pour me forcer à faire le travail fastidieux qu'elle estimait être en dessous d'elle. Tu es auditrice, a-t-elle poursuivi, battant des cils dans une parodie grotesque d'innocence. Tu es si douée avec les dossiers, les papiers et les choses ennuyeuses comme ça. Pourrais-tu s'il te plaît, passer juste quelques heures à trier ces boîtes? Pour moi, mon cœur s'emballe rien qu'en regardant tout ce désordre. Je savais exactement ce qu'elle faisait, mais me battre ne ferait qu'entraîner un voyage de culpabilité de plusieurs jours sur mon ingratitude. Il était plus facile de simplement faire le travail. Bien, ai-je dit d'un ton plat. Je vais trier les boîtes. Le bureau d'Arthur était un sanctuaire à son ego. Bois sombre, fauteuil en cuir et murs couverts de certificats encadrés. Dans le coin se trouvaient 3 grandes boîtes en carton débordant de documents non triés. Je me suis assise par terre et j'ai commencé la tâche abrutissante de catégoriser sa vie. Des déclarations de revenus d'il y a 10 ans.
des garanties de voitures expirées, des reçus pour des vacances de luxe auxquelles je n'ai jamais été invité. J'ai travaillé pendant 2 heures, les mains couvertes de poussière. Près du fond de la deuxième boîte, mes doigts ont effleuré un épais et lourd dossier en manille. Il semblait différent des papiers volants. Je l'ai sorti. Écrit sur l'onglet avec l'écriture précise et agressive d'Arthur se trouvait un seul mot, Audrey. Mon cœur a sauté un battement, un dossier à mon nom. Pendant une brève et pathétique seconde, l'enfant maltraité en moi s'est demandé si c'était un dossier sentimental. Peut-être qu'il avait gardé mes vieux bulletins scolaires, des dessins de quand j'étais enfant, des preuves qu'il se souciait réellement. J'ai ouvert le dossier. L'air a quitté mes poumons comme si j'avais reçu un coup de poing dans la poitrine. Ce n'était pas un dossier sentimental. C'était un cauchemar juricomptable. Bien organisé à l'intérieur se trouvaient des photocopies couleur impeccable et en haute résolution de mes documents les plus sensibles, une copie de mon acte de naissance original, une copie de ma carte de sécurité sociale recto verso, une copie de mon passeport, une copie de mon permis de conduire. Mais ce n'était pas le pire. Sous les documents d'identité se trouvait un journal méticuleusement dactylographié de chaque compte bancaire que j'avais jamais officiellement ouvert. Il listait les numéros de compte, les numéros de routage et les numéros de téléphone des directeurs d'agence. Il y avait des copies de ma signature tracées encore et encore sur un morceau de papier calque comme si quelqu'un s'était entraîné. Il y avait une liste du nom de jeune fille de ma mère, le nom de mon premier animal de compagnie, la rue où j'ai grandi, toutes les questions de sécurité standard qu'une banque pourrait poser. Je suis resté assise par terre, entouré de poussière, à regarder les papiers. Mon cerveau d'auditrice a instantanément traité ce que je tenais. Ce n'était pas un dossier gardé par un père protecteur. C'était un plan directeur pour un assassinat financier. C'était un kit de vol d'identité complet et prêt à l'emploi. Arthur ne se contentait pas de suivre ma contribution de 80%. Il avait rassemblé tous les outils nécessaires pour se faire passer pour moi, accéder à mon crédit et vider tous les comptes officiels que j'avais sans ma connaissance ou mon consentement. Il avait pratiqué ma signature. Une prise de conscience froide et terrifiante m'a envahi. Il n'était pas seulement un parent avide. C'était un prédateur se préparant à une frappe massive. Il m'élevait comme un animal de ferme, attendant le moment exact pour m'abattre pour la viande. Je n'ai pas paniqué. J'ai soigneusement sorti mon téléphone. J'ai photographié chaque page de ce dossier, recto verso. J'ai photographié le papier calque avec les signatures contrefaites. Puis j'ai tout remis exactement comme je l'avais trouvé. J'ai fermé le dossier, les remis dans la boîte sous les anciennes déclarations de revenus et j'ai fini de trier le reste des documents comme si de rien n'était. Je suis sorti de ce bureau en étant une personne fondamentalement différente. La dernière lueur d'espoir pour ma famille est morte dans cette pièce. Elle a été remplacée par une machinerie sombre et calculatrice. Il voulait jouer à un jeu de ruine financière. Très bien, mais il n'avait aucune idée qu'il jouait contre une professionnelle. Je ne savais pas exactement quel était le grand plan d'Arthur ni quand il avait l'intention de l'exécuter. Je savais juste que l'arme était chargée et pointée sur ma tête. J'ai vécu dans un état d'hypervigilance pendant des mois, observant chacun de leurs mouvements, écoutant chaque appel téléphonique. La dernière pièce du puzzle m'est tombée dessus le 4 juillet. Mes parents organisaient leur barbecue annuel du jour de l'indépendance dans le jardin. Le patio était bondé de membres de la famille élargie, de voisins et de relations d'affaires d'Arthur. L'odeur de viande grillée et de cigares coûteux flottait dans l'air humide. J'étais, comme d'habitude, relégué au rôle de personnel de traiteur non rémunéré, allant chercher des boissons et nettoyant les assiettes vides pendant que Chloé tenait le haut du pavé près de la piscine, exhibant son nouveau maillot de bain de créateur. Je me tenais près de la grande glacière près du portail latéral, versant un sac de glace fraîche sur les bières quand ma tante Carole m'a accosté. Tante Carole était la sœur aînée d'Éléanor. C'était une femme bruyante et riche qui voulait bien faire, mais qui n'avait absolument aucun filtre, surtout après avoir consommé 3 verres de vin blanc en plein soleil de midi. Audrey, voilà ma nièce travailleuse préférée, a-t-elle beuglé, passant un bras lourd et humide autour de mes épaules. Elle sentait fort le chardonnay et la crème solaire chère. Salut, tante Carole, ai-je dit, essayant de me dégager subtilement de son emprise. Je peux t'apporter de l'eau? Oh, des bêtises. Je fais la fête. Elle s'est penchée près de moi, sa voix baissant à un chuchotement conspirateur bruyant. Je parlais juste à ta mère à l'intérieur. Je dois te dire, je suis tellement incroyablement impressionné par toi.
Tu es la jeune femme la plus altruiste que j'ai jamais rencontrée. Je me suis figé. Mes sonnettes d'alarme interne ont commencé à hurler. Altruiste? Qu'est-ce que tu veux dire? Tante Carole a agité la main avec dédain. Oh, ne sois pas modeste. Éléanore m'a tout raconté. Nous sommes tous époustouflés par ta générosité. Tante Carole, ai-je dit, ma voix dangereusement tendue. Quel plan? Elle m'a regardé, clignant de ses yeux lourdement maquillés, momentanément confuse par mon ton. Le plan de l'école de médecine, ma chérie. L'école de Chloé. Ta mère m'a dit à quel point ce programme privé est incroyablement cher. Plus de 2 millions de dollars pour le cursus complet. Tu imagines? C'est du vol qualifié. Elle a pris une gorgée de son vin et s'est penchée encore plus près. Mais elle a dit qu'Arthur a tout arrangé. Elle a dit que tu avais économisé tes bonus d'entreprise et ta part du fonds familial pendant des années et que tes parents allaient faciliter le transfert de tes économies pour payer intégralement les frais de scolarité de Chloé. Et le plus beau, c'est qu'ils m'ont dit qu'ils allaient faire le transfert le jour de ton 30e anniversaire l'année prochaine. Comme une grande transition de ta jeunesse vers l'héritage de Chloé. C'est si poétique. Les bruits du jardin, les rires, les éclaboussures de la piscine, le rock classique diffusé par les haut-parleurs extérieurs, tout s'est estompé en un bourdonnement aigu dans mes oreilles. Mes économies, un transfert, les frais de scolarité de Chloé, mon 30e anniversaire, le kit de vol d'identité dans le dossier en manie ont soudain pris un sens parfait et horrible. Ils n'allaient pas simplement me demander l'argent. Ils savaient que je ne leur donnerais jamais 2 millions de dollars, même si je les avais sur les comptes officiels qu'ils surveillaient. Ils allaient utiliser les faux documents pour se faire passer pour moi. Ils allaient liquider tout ce que je possédais officiellement sans mon consentement, et le virer directement à l'université de Chloé. Et ils avaient choisi mon 30e anniversaire, une étape importante de l'âge adulte, pour effacer complètement mon avenir. Ils s'en étaient déjà vantés à la famille élargie. Ils avaient présenté leur crime intentionnel comme une histoire touchante de sacrifice fraternel. Waouh, ai-je réussi à dire. Ma voix semblait creuse, robotique. C'est tout un plan. Tu es un ange, Audrey. Tante Carole a bredouillé en me tapotant la joue. Un véritable ange. Elle s'est éloignée en titubant pour trouver le plateau de fromage. Je suis resté près de la glacière, fixant la glace qui fondait. À ce moment précis, la bonne fille est finalement et officiellement morte. Toute culpabilité persistante, tout sens tordu de l'obligation familiale s'est évaporé comme de l'eau sur un grill chaud. J'ai regardé de l'autre côté du jardin. J'ai vu Arthur rire avec un voisin, un cigare serré entre ses dents. J'ai vu Éléanore essuyer une fausse larme de joie en regardant Chloé poser pour une photo. Ils avaient l'air si confiants, si en sécurité. Ils avaient passé 10 ans à me traiter comme une machine, un outil à utiliser et à jeter. Mais ils avaient oublié un détail crucial. Les machines ne ressentent pas la douleur. Les machines ne ressentent pas la pitié. Les machines exécutent simplement leur programmation. Et ma programmation, forgée dans les feux de l'audit d'entreprise et de la guerre financière, venait d'être réécrite. Je n'allais pas m'enfuir. Je n'allais pas cacher mon argent et les confronter. La confrontation leur donnait une chance de discuter, de manipuler, de jouer les victimes. Non, j'allais les laisser commettre le crime. J'allais construire un coffre-fort, le remplir de poison, et leur tendre la clé. J'allais les ruiner complètement, légalement et de manière permanente. Le matin après le barbecue du 4 juillet, je suis allé au travail et j'ai lancé un audit jury comptable secret et à grande échelle de ma propre famille. Si je voulais construire un piège qui les retiendrait, je devais comprendre les dimensions exactes de leur cupidité. Je devais savoir pourquoi ils avaient si désespérément besoin de 2 millions de dollars en espèces. Arthur avait un bon salaire en tant que directeur régional des ventes, et avec l'impôt de 80% qu'il m'avait extorqué pendant une décennie, ils auraient dû être incroyablement riches. Où allait l'argent? J'ai utilisé mes compétences hautement spécialisées pour tracer les lignes invisibles de leur vie financière. Je ne pouvais pas pirater illégalement leurs comptes, mais un auditeur jury comptable n'a pas besoin d'enfreindre la loi pour trouver la vérité. La vérité est toujours écrite dans les archives publiques, les évaluations de l'impôt foncier, les dépôts de sociétés écrans et les privilèges de crédit. Il m'a fallu 3 semaines de fouilles dans les archives numériques pendant mes pauses déjeuner, de compilation de feuilles de calcul et de recoupement de données. Ce que j'ai trouvé était un chef-d'œuvre de fumée et de miroir financier. Arthur et Éléanore n'étaient pas riches.
Il se noyait. Arthur avait un problème de jeu, mais pas du genre qui implique les casinos. Il pariait sur des transactions d'options à haut risque et non réglementées. Il avait perdu des centaines de milliers de dollars en essayant de déjouer le marché boursier. Pour couvrir ses pertes massives et maintenir leur style de vie de country club, il avait secrètement contracté une deuxième puis une troisième hypothèque sur leur maison de banlieue bien entretenue. La maison était surchargée de dettes. Il ne possédait rien d'autre que des dettes. Eleanor n'était pas mieux. Son placard rempli de vêtements de marque et son flot constant de rénovation de luxe était entièrement financé par une quantité stupéfiante de dettes de cartes de crédit renouvelables réparties sur des dizaines de comptes. Constamment transférées pour éviter le défaut de paiement. Et puis il y avait Chloé. L'écosystème doré était un trou noir. Ses études en ville impliquaient la location d'un appartement de luxe dans un gratte-ciel, la location d'une nouvelle voiture tous les 2 ans et l'organisation de fêtes somptueuses, le tout payé par Arthur. Qui utilisait l'argent qu'il me volait juste pour effectuer les paiements minimums sur ses prêts toxiques. Il gérait une combine de Ponzi familière, et elle était sur le point de s'effondrer totalement. L'acceptation de Chloé dans le programme médical d'élite à 2 millions de dollars a été le catalyseur qui a brisé leur système fragile. Ils ne pouvaient pas le financer. Ils n'avaient plus de fonds propres. Aucune banque ne leur prêterait ce genre d'argent. C'est pourquoi Arthur avait construit le kit de vol d'identité. C'est pourquoi il visait mon 30e anniversaire. Il croyait que parce que je vivais si frugalement et parce qu'il prenait une si grande partie de mon salaire de base. Les 20% que j'avais gardés pendant 10 ans plus les promotions que je n'avais pas divulguées devaient s'être accumulées en un énorme pécule sur mes comptes bancaires officiels. Ils considéraient mes économies présumées comme leur plan de sauvetage ultime. Ils avaient besoin de mon argent non seulement pour payer pour Chloé, mais pour se sauver de la faillite totale et de l'humiliation sociale. Leur désespoir était absolu. C'était le levier dont j'avais besoin. Un animal désespéré est un animal prévisible. Il ne regarderait pas l'appât de près. Il mordrait simplement. Pour attraper un voleur qui se prend pour un génie, il faut lui présenter une illusion si parfaite, si incroyablement tentante que sa cupidité l'emporte complètement sur sa prudence. Je devais créer une fortune fantôme. J'ai commencé par entrer dans une agence de la plus grande banque commerciale la plus annoncée du pays. C'était le genre de banque avec d'immenses vitrines, des caissiers sympathiques et des protocoles de sécurité terribles. L'opposé absolu des plateformes numériques discrètes et hautement cryptées que j'utilisais pour ma véritable richesse cachée. Je me suis assise avec un banquier personnel enjoué et j'ai ouvert un compte d'épargne à haut rendement standard. C'était le leur, mais un compte vide n'aurait pas piégé Arthur. Il fallait qu'il ait l'air de contenir les 2 millions de dollars qu'il attendait. J'aurais pu simplement falsifier des relevés bancaires sur mon ordinateur, mais Arthur n'était pas un idiot. S'il allait se faire passer pour moi et essayer de virer des fonds, il appellerait éventuellement la ligne automatisée de la banque ou essaierait de se connecter pour vérifier le solde avant de passer à l'acte. L'argent devait être réellement là. Il devait être réel, vérifié par les propres serveurs de la banque, au moins temporairement. C'est là que le jeu de Bonto a commencé. En utilisant ma cote de crédit impeccable, que j'avais méticuleusement entretenue et protégée avec des alertes à la fraude que j'ai temporairement levées, j'ai demandé un prêt personnel massif à court terme auprès d'une institution de prêt en ligne. J'ai été approuvé pour 50 000 dollars. J'ai fait déposer les 50 000 dollars directement sur le compte lors de la Banque nationale. Je l'ai laissé là pendant exactement 3 semaines, assez longtemps pour que la Banque nationale génère un relevé mensuel officiel et vérifiable montrant un solde de 50 000 dollars. Le 21e jour, avant que le premier paiement d'intérêt brutal ne soit dû sur le prêt, j'ai retiré les fonds et remboursé intégralement le prêteur en ligne. Puis je l'ai refait. J'ai utilisé mes références d'entreprise pour obtenir un prêt relais à court terme de 100 000 dollars. Je l'ai transféré sur le leur, j'ai généré un relevé, je l'ai remboursé. J'ai répété ce cycle d'acrobatie financière de haute voltige encore et encore pendant 2 ans et demi, déplaçant des montants massifs de dettes sur le compte, les laissant s'enregistrer dans le grand livre de la banque. Capturant la documentation officielle, puis les remboursant juste à temps. Mais je n'ai pas seulement gardé les vrais relevés. Je suis une auditrice. Je sais comment manipuler les données. J'ai pris ces PDF officiels et vérifiés numériquement de la Banque nationale et j'ai commencé à modifier soigneusement et parfaitement les chiffres à l'aide d'un logiciel d'édition professionnel. J'ai gonflé les soldes sur les PDF. J'ai créé une trace écrite qui montrait que mon compte augmentait de façon exponentielle. 50 000 est devenu 500 000. 100 000 est devenu 1 million.
au moment où j'avais 29 ans et demi, j'avais fabriqué une trace écrite parfaite et vérifiable qui montrait que le compte leur contenait exactement 2 340 000 $. Maintenant, il fallait juste qu'Arthur le trouve. Le piège était entièrement construit, mais un piège est inutile si la proie ne tombe pas dedans. Je devais poser l'appât, et je devais le faire d'une manière qui fasse croire à Arthur qu'il le découvrait grâce à son intelligence supérieure. Arthur était un homme de routine stricte et inflexible. Chaque samedi matin, il se réveillait à 6 heures précises, préparait une cafetière de café noir et s'asseyait à l'îlot de la cuisine pour consulter son courrier et vérifier les contrats à terme du marché boursier sur sa tablette. Il considérait cela comme son temps de direction. Il exigeait un silence absolu du reste de la maison. J'ai décidé d'utiliser sa routine contre lui. C'était un vendredi soir de fin novembre, environ 6 mois avant mon 30e anniversaire. J'ai attendu d'entendre le bruit sourd de la porte de la chambre de mes parents se fermer pour la nuit. Je suis sorti de ma chambre sur la pointe des pieds et je suis allé au bureau d'Arthur. J'ai allumé l'ordinateur de bureau qui était connecté à l'imprimante familiale principale. Depuis mon disque cloud crypté, j'ai sorti le dernier chef-d'œuvre que j'avais créé, un relevé PDF numériquement modifié de la Banque nationale. Il montrait le solde du compte leur à un montant stupéfiant de 2,1 millions de $. Le document semblait parfait. Le crénage de la police, l'ombrage subtil du logo de la banque, l'historique des transactions détaillant de faux paiements d'intérêt, tout était mathématiquement et visuellement parfait. J'ai appuyé sur imprimer. J'ai pris le morceau de papier physique et je suis allé dans la cuisine. Je ne l'ai pas laissé au centre de l'îlot. Cela aurait été trop évident. Au lieu de cela, je l'ai glissé à mi-chemin sous la coupe de fruits, ne laissant exposer que le tiers supérieur de la page et le logo de la banque. Cela ressemblait exactement à un document que quelqu'un avait négligemment jeté sur le comptoir en se dépêchant de sortir. Je suis retourné à l'étage, mais je n'ai pas dormi. Je suis resté assise dans le noir, laissant la porte de ma chambre entr'ouverte. À 6 heures du matin, j'ai entendu les pas lourds d'Arthur dans les escaliers. J'ai entendu le moulin à café gémir. Puis le silence. Je suis sorti de ma chambre sur la pointe des pieds et j'ai regardé par-dessus la rampe. L'angle me donnait une vue parfaite de l'îlot de la cuisine. Arthur se tenait là, ses lunettes de lecture perchées sur son nez, tenant le relevé bancaire imprimé. J'ai observé son visage. C'était une étude de la cupidité pure et sans mélange. Ses yeux parcouraient les chiffres. Il a baissé le papier, a regardé autour de la cuisine vide pour s'assurer que personne ne regardait, puis a de nouveau regardé le papier. Un lent et terrifiant sourire s'est étalé sur son visage. C'était le sourire d'un escroc qui croit vraiment qu'il vient de trouver le billet de loterie gagnant sur le trottoir. Il a plié le papier soigneusement, l'a glissé dans la poche de sa robe de chambre et est retourné à son café. Il a mordu à l'hameçon, mais voir le solde n'était que la première étape. Il lui fallait les clés du coffre-fort. Je savais qu'Arthur, dans son arrogance, essaierait d'accéder au compte en ligne pour vérifier les fonds avant de tenter tout virement physique. Il aurait besoin de mes mots de passe. Au cours des 10 dernières années, j'avais utilisé des mots de passe autogénérés très complexes pour tout. Arthur s'en plaignait constamment, prétendant que c'était un signe de ma paranoïa. Cette semaine-là, j'ai intentionnellement changé le mot de passe du compte leur pour quelque chose d'insultant de simplicité. Quelque chose que je savais qu'Eleanor devinerait en 3 secondes. Je l'ai changé en Chloé 2025. Puis j'ai mis à jour les questions de vérification de sécurité. Question 1. Quel est le nom de votre premier animal de compagnie? Réponse, Buster, le Golden Retriever qu'ils ont acheté pour Chloé. Question 2. Quel est le nom de jeune fille de votre mère? Réponse, Higgins. Question 3. Quel est le deuxième prénom de votre père? Réponse, Edward. En gros, je laissais la porte d'entrée grande ouverte, je mettais un tapis rouge sur le porche et je peignais une flèche géante au néon pointant vers le coffre-fort. Je les invitais à entrer. Et parce qu'ils croyaient que j'étais un drone docile et sans imagination qui vénérait sa sœur, ils ne se demanderaient pas pourquoi mon mot de passe était dédié à l'avenir de Chloé. Ils penseraient simplement que c'était approprié. Alors que le conte leur était une scène fragile et brillamment éclairée conçue pour attirer les voleurs, mes véritables économies de toute une vie nécessitaient une forteresse. Au cours de 10 ans, en cachant chaque pourboire en espèces, en acceptant des contrats d'audit en freelance secret, en vivant de presque rien et en investissant mes revenus cachés avec une agressivité impitoyable, j'avais tranquillement amassé une véritable fortune de 2,5 millions de $. C'était de l'argent sale.
Chaque dollar représentait une heure de sommeil que je n'avais pas eue, un repas que j'avais sauté, un jour férié que j'avais passé à regarder un écran. Je n'allais pas laisser cet argent près du système bancaire traditionnel où Arthur pourrait potentiellement tomber dessus. J'ai pris rendez-vous pour une consultation privée avec une société de gestion de patrimoine de Luxemville, à 1 heure de la banlieue de mes parents. La société s'adressait strictement aux personnes fortunées qui exigeaient une discrétion absolue. Ma gestionnaire de patrimoine désignée était une femme nommée Mademoiselle Albright. Elle avait la fin de la cinquantaine, portait un tailleur pantalon anthracite impeccable et avait les cheveux argentés tirés en un chignon sévère. Elle n'a pas souri quand je suis entré. Elle a simplement montré le fauteuil en cuir en face de son bureau. Je l'ai immédiatement apprécié. « Comment puis-je vous aider aujourd'hui, Audrey ?» a-t-elle demandé, sa voix nette et efficace. « J'ai besoin de créer une fiducie irrévocable, ai-je dit, en posant mon disque dur crypté sur son bureau. J'ai besoin que l'ensemble de mon patrimoine liquide soit transféré dans cette fiducie et j'ai besoin que les protocoles de sécurité soient à la limite de l'extrême. J'ai affaire à des acteurs hostiles, très sophistiqués et très motivés au sein de ma propre famille, qui possèdent mes principaux marqueurs d'identité. » Mademoiselle Albright a haussé un seul sourcil. Elle n'a pas demandé l'histoire émotionnelle. Elle n'a pas offert de sympathie. Elle a simplement tiré un bloc-notes neuf vers elle. Compris. Construisons le fossé. Nous avons passé 3 heures à concevoir un pare-feu financier qu'aucun voleur d'identité ne pourrait jamais franchir. Premièrement, nous avons complètement contourné la protection par mot de passe standard. Mon argent réel ne serait accessible via aucun portail web ou application mobile. Si je voulais déplacer un seul dollar, je devais appeler physiquement la ligne sécurisée directe de Mademoiselle Albright. Deuxièmement, nous avons mis en place un code de détresse verbale. Lorsque j'appellerais, Mademoiselle Albright me demanderait la météo. Si je disais qu'il faisait beau, nous procédions. Si je disais qu'il pleuvait, elle avait pour instruction de geler instantanément tous les actifs et d'alerter les autorités fédérales, peu importe ce que je dirais ensuite. Troisièmement, et c'est le plus important, nous avons mis en place un protocole de sécurité physique à double facteur. Mademoiselle Albright m'a tendu un petit et lourd porte-clés en titane. C'était un jeton matériel synchronisé qui générait un nouveau mot de passe crypté à 6 chiffres toutes les 30 secondes. Sans ce jeton physique dans ma main, aucune transaction ne pouvait être autorisée. Vous devez garder ce jeton sur vous à tout moment, m'a instruit Mademoiselle Albright en le faisant glisser sur le bureau. Si vous le perdez, le processus pour vérifier votre identité et en émettre un nouveau prendra 14 jours ouvrables et nécessitera un scan biométrique dans ce bureau. Comprenez-vous ? Parfaitement, ai-je répondu. J'ai clipsé le porte-clés en titane à l'intérieur de la bretelle de mon soutien-gorge. Au moment où je suis sorti du bureau de Mademoiselle Albright, mes 2,5 millions de dollars avaient effectivement disparu du monde accessible. Ils étaient enfermés dans un Fort Knox numérique, à l'abri des signatures contrefaites, des faux permis de conduire et de la cupidité de mes parents. Je suis rentré chez moi ce soir-là en me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis une décennie. L'anxiété qui m'avait tourmenté depuis que j'avais trouvé le kit de vol d'identité avait disparu. Laissons Arthur pratiquer ma signature autant qu'il le voulait. Laissons Eleanor jouer la mère impuissante. Il apportait une cuillère en plastique à un échange de tirs. La nuit précédant mon 30e anniversaire était étrangement paisible. J'étais allongé dans mon lit étroit et inconfortable, fixant le plafond de la chambre qui avait été ma cellule de prison pendant une décennie. La maison était complètement silencieuse. En bas, je savais qu'Arthur et Eleanor passaient probablement en revue leur plan une dernière fois. Ils avaient probablement les bordereaux de retrait falsifiés imprimés. Ils avaient probablement mon faux permis de conduire posé sur le comptoir de la cuisine, prêt pour le matin. Ils discutaient probablement du type de champagne à acheter pour célébrer le paiement des frais de scolarité de Chloé. Ils pensaient que demain était le jour où ils sécuriseraient enfin l'avenir de leur enfant en or et effaceraient leurs propres dettes. Ils pensaient que demain était le jour où je ne deviendrais rien de plus qu'un sol nul. J'ai levé la main et touché le contour du porte-clés de sécurité en titane caché sous ma chemise. Il était frais et solide. Je ne me sentais plus en colère. La fureur ardente et dévorante qui m'avait consumé lorsque j'avais découvert leur trahison s'était affinée en quelque chose de beaucoup plus aiguisé et de beaucoup plus dangereux. C'était devenu une logique glaciale pure. J'ai fermé les yeux et j'ai laissé ma respiration ralentir. J'avais besoin de me reposer. Demain allait être une journée très longue et très instructive pour Arthur et Eleanor. Je me tenais dans le salon de réception, regardant mes parents.
La transition était complète. La fille terrifiée et paniquée avait disparu, et l'auditrice d'entreprise avait pris la parole. Le sourire suffisant de mon père a légèrement vacillé à mon soudain changement de ton. Son front s'est plissé. Empreinte digitale? Arme du crime? Quel genre de bêtises racontes-tu, Audrey? Tu es hystérique. Assieds-toi et calme-toi. Je suis parfaitement calme, Arthur, ai-je dit. Ma voix était stable, résonnante et commandait l'espace. J'ai sorti mon téléphone portable personnel de la poche intérieure de mon blazer. J'ai tapoté l'écran, ouvrant le fichier vidéo crypté que j'avais reçu il y a 1 heure. Tu vois, ai-je continué, arpentant lentement le tapis persan. Quand un auditeur soupçonne une fraude, il n'attend pas simplement que le vol se produise. Il met en place une surveillance. Il établit un environnement contrôlé. Je savais que vous alliez cibler la Banque nationale aujourd'hui. Je le savais parce que j'ai prévenu le directeur de l'agence il y a 3 semaines. La tasse de thé d'Eleanor a cliqueté contre sa soucoupe. Le son était aigu et fort dans le silence soudain de la pièce. Prévenu, a-t-elle murmuré. J'ai organisé une réunion privée avec Monsieur Harrison, le directeur principal de l'agence. Ai-je dit en levant le téléphone. Je l'ai informé que je soupçonnais un réseau de vol d'identité très coordonné d'aller cibler mon compte à cette date précise. Je lui ai dit qu'il présenterait des documents falsifiés impeccables, et je lui ai donné un ensemble d'instructions très spécifiques. Arthur s'est redressé, bombant le torse dans une tentative désespérée de reprendre le contrôle. Tu mens. Tu n'as pas l'autorité pour donner des instructions à un directeur de banque. Je ne lui ai pas donné d'instructions, Arthur. Les réglementations bancaires fédérales concernant la suspicion de fraude électronique lui ont donné des instructions. Je l'ai corrigé sur un ton conversationnel, comme si je donnais un séminaire. Je lui ai simplement demandé d'être aussi accommodant que possible. Je lui ai demandé de ne pas bloquer la transaction. Je lui ai demandé d'inviter les suspects dans son bureau privé, de leur offrir du café et de s'assurer que les caméras de sécurité haute définition capturent chaque seconde du crime. J'ai tourné l'écran de mon téléphone vers eux et j'ai appuyé sur lecture. La vidéo était d'une clarté cristalline. Elle montrait l'intérieur du bureau cossu de Monsieur Harrison à l'agence du centre-ville. Assis en face du bureau, l'air incroyablement confiant et détendu, se trouvaient Arthur et Eleanor. L'audio était parfait. On pouvait entendre parfaitement la voix tonitruante d'Arthur. Oui, Monsieur Harrison, ma fille Audrey a autorisé ce transfert. Nous avons tous les documents notariés ici. C'est pour les frais de scolarité de sa sœur. Un grand jour pour la famille. Sur l'écran, Arthur a fait glisser une pile de papier sur le bureau. La caméra a parfaitement zoomé sur le bordereau de retrait. Il montrait clairement Arthur imitant ma signature d'une main ferme et entraînée. Il montrait Eleanor hochant la tête, jouant le rôle de la mère fière, tendant un faux permis de conduire avec mes coordonnées et sa photo parfaitement photoshopée dessus. J'ai mis la vidéo en pause juste sur l'image où Arthur tendait la signature contrefaite. J'ai regardé mon père. La transformation était spectaculaire. Le sang avait complètement quitté son visage, laissant sa peau de la couleur de la cendre humide. Sa bouche s'ouvrait et se fermait, mais aucun son n'en sortait. L'arrogance suprême absolue qui avait défini toute son existence venait de heurter un mur de briques à 200 km/h. Eleanor a laissé tomber sa tasse de thé. Elle a heurté le sol, se brisant en des dizaines de morceaux, éclaboussant du thé Earl Grey froid sur ses chaussures chères. Elle n'a même pas remarqué. Elle fixait l'écran du téléphone, les yeux écarquillés de terreur pure. Vous avez commis une fraude électronique fédérale, un vol d'identité et un vol qualifié, ai-je déclaré, ma voix résonnant dans la pièce silencieuse. Vous l'avez fait en étant filmé. Vous avez laissé une trace écrite parfaite, et vous avez fait tout cela pour un compte qui était essentiellement sans valeur. Arthur a finalement retrouvé sa voix. C'était un halètement mince et avide qui ne ressemblait en rien au patriarche imposant qu'il prétendait être. Sans valeur? Que veux-tu dire par sans valeur? Le relevé indiquait 2,3 millions de dollars. Nous l'avons vérifié. Le caissier l'a vérifié. J'ai laissé échapper un seul rire sec. Vous avez vérifié une illusion, Arthur. Je suis une auditrice jury comptable. Je sais comment faire danser les chiffres. Ce compte était un leurre, un pot de miel. Je l'ai ouvert il y a 3 ans en sachant que vous finiriez par essayer de me voler.
Je me suis approché de la table basse et j'ai regardé son journal. J'ai passé les 3 dernières années à contracter d'énormes prêts d'entreprise à court terme. Je déversais la dette sur ce compte, je la laissais générer un relevé, puis je remboursais le prêt avant que les intérêts ne tombent. L'argent que vous avez volé aujourd'hui n'était pas les économies de ma vie. C'était un prêt relais temporaire que j'ai obtenu hier. Vous venez de voler 2,3 millions de dollars de dettes d'entreprise hautement surveillées. La prise de conscience les a frappés comme un coup physique. Ils n'avaient pas volé mon argent. Ils avaient volé l'argent de la banque et ils l'avaient fait en étant enregistrés. C'est le moment où la psychologie de l'agresseur entre en jeu. Lorsqu'ils sont acculés par des preuves indéniables, ils pivotent toujours. Nier, attaquer et inverser la victime et l'agresseur. Darvaux. Eleanor est tombée à genoux parmi la porcelaine brisée. Elle a mis ses mains sur son visage et a commencé à sangloter. Ce n'était pas un pleur silencieux. C'était un gémissement théâtral et bruyant conçu pour noyer les faits avec une pure émotion. « Comment as-tu pu nous faire ça ?» a crié Eleanor, des larmes coulant sur son visage, ruinant son maquillage. « Nous sommes tes parents. Nous t'avons donné la vie. Nous nous sommes occupés de toi. Nous avons fait ça pour Chloé. Ta sœur avait besoin de cet argent pour sauver des vies. Elle va devenir chirurgienne. Mon cœur est complètement brisé. Tu es un monstre, Audrey. Un monstre froid et calculateur pour piéger ta propre chair et ton propre sang comme ça. » Arthur a immédiatement rejoint l'attaque, sa peur se traduisant en rage. Il a pointé un doigt tremblant vers moi. « Tu es une enfant psychopathe et ingrate. Après tout ce que nous t'avons fourni, tu nous as attirés là-dedans. C'est un coup monté. Tu ne t'en sortiras pas comme ça. » Je les ai regardés jouer leurs pièces. Je n'ai absolument rien ressenti. Pas de pitié, pas de culpabilité. La manipulation émotionnelle qui m'avait contrôlé pendant une décennie n'avait aucun pouvoir ici. Les forces de l'ordre ne mesurent pas la culpabilité en larmes, Eleanor, ai-je dit en enjambant le terrain versé. Et la loi ne se soucie pas de ton chagrin fabriqué. Elle mesure la culpabilité en signatures contrefaites et en fonds volés. Vous avez fait le choix de commettre un crime. J'ai simplement fourni le lieu. J'ai vérifié ma montre. Voici la réalité de votre situation. Vous avez exactement 21 heures. D'ici demain midi, cette somme entière, 2 340 000 $, doit être virée de nouveau sur le compte l'heure. Chaque centime. Si le solde est rétabli d'ici midi, j'envisagerai de garder ce fichier vidéo sur mon disque crypté. J'ai fait une pause, laissant le silence s'étirer, m'assurant qu'il comprenait la gravité de la phrase suivante. Si l'argent n'est pas là d'ici midi, j'appuierai sur envoyer pour un courriel actuellement dans mes brouillons. Il est adressé au procureur de district, au bureau local du FBI et au service des fraudes de la Banque nationale. Il contient cette vidéo, les photos de votre kit de vol d'identité de votre bureau, et une chronologie complète de vos actions. Nous ne pouvons pas le remettre. A gémi Eleanor, s'agrippant au tissu de mon pantalon. J'ai reculé, la forçant à lâcher prise. Nous l'avons déjà viré à l'université. Il est allé directement sur le portail des frais de scolarité de Chloé. L'école là. Je l'ai regardé. C'est un risque opérationnel de votre profession de voleur. Je vous suggère de trouver une solution. Liquidez vos actifs. Appelez votre courtier. Prenez un prêt à taux d'intérêt élevé. Je me fiche de la façon dont vous résolvez le problème. Résolvez-le simplement avant midi. Arthur hyperventilait. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait. Il ressemblait à un homme qui regardait sa propre exécution être programmée. Il a sorti son téléphone portable de sa poche avec des mains tremblantes. « J'appelle Chloé » a-t-il balbutié, appuyant frénétiquement sur l'écran. Nous allons expliquer la situation. Elle peut appeler le registraire de l'université. Elle peut leur dire qu'il y a eu une erreur et faire annuler le virement des fonds. Chloé va arranger ça. C'est une fille intelligente. J'ai croisé les bras et j'ai attendu. Mets-le sur haut-parleur, Arthur. Il m'a fusillé du regard, mais il a appuyé sur le bouton du haut-parleur. Le téléphone a sonné 3 fois. Puis l'enfant en or a répondu. « Papa, je suis au brunch au champagne avec les autres étudiants en médecine entrant. Qu'est-ce qu'il y a? Le virement est passé? Ai-je obtenu l'attribution du dortoir VIP?
La voix de Chloé était forte, pétillante et suintante du droit d'une femme à qui on n'avait jamais dit non de toute sa vie. « Chloé, ma chérie, écoute-moi très attentivement, a dit Arthur, sa voix tremblante. Il y a eu une complication. Une très grave complication. Audrey. Audrey nous a piégés. L'argent n'était pas à elle. C'était un piège. Elle nous a en vidéo. Chloé, si nous ne récupérons pas l'argent d'ici demain à midi, elle va envoyer la police nous chercher. Nous pourrions aller en prison. Tu dois appeler le bureau de l'aide financière tout de suite et leur dire d'annuler le virement. Il y eut un long et lourd silence à l'autre bout du fil. Le bruit de fond des verres qui tintent et des rires s'est estompé alors que Chloé sortait vraisemblablement du brunch pour se rendre dans un couloir silencieux. Quand elle a finalement parlé, sa voix n'était pas remplie d'inquiétude pour ses parents. Elle n'était pas remplie de peur que son père puisse aller en prison. Elle était remplie d'une rage pure et venimeuse. « Vous êtes devenu fou ?» a crié Chloé. Le son a résonné sur les murs du salon. « Annuler le virement ? Savez-vous à quel point ce serait embarrassant ? J'ai déjà dit à tout le monde que mes frais de scolarité sont payés intégralement. J'ai déjà assuré ma place dans la cohorte d'élite. Je n'appelle pas le registraire pour leur dire que mes parents sont des criminels fauchés. Chloé, s'il te plaît. » a supplié Eleanor, rampant vers le téléphone à quatre pattes. Nous n'avons aucun autre moyen de récupérer l'argent. Nous allons perdre la maison. Nous irons en prison. S'il te plaît, bébé, annule-le. Ce n'est pas mon problème. A claqué Chloé. La cruauté absolue dans sa voix était à couper le souffle. Elle ressemblait exactement à Arthur. Vous m'avez promis cet argent. Vous m'avez dit que vous vous en occupiez. Si Audrey fait une crise de nerfs psychotique, vous devez vous occuper d'elle. Enfermez-la dans sa chambre. Menacez-la. Je me fiche de ce que vous faites, mais je ne vais pas ruiner ma carrière médicale parce que vous deux avez été trop stupides pour exécuter correctement un simple virement. Réglez ça vous-même. Ne m'appelez plus tant que ce n'est pas réglé. La ligne s'est coupée avec un clic sec. Arthur et Eleanor ont fixé le téléphone dans la main d'Arthur. Le silence dans la pièce était absolu. Ils avaient passé leur vie entière à vénérer à l'autel de Chloé. Ils avaient sacrifié ma jeunesse, mon bonheur et ma stabilité financière pour construire un monument à sa grandeur. Ils avaient commis plusieurs crimes fédéraux pour assurer son avenir. Et au premier signe de problème, elle avait enjambé leur corps sans une seconde pensée. Elle les avait rejetés exactement comme ils m'avaient toujours rejeté. J'ai regardé mes parents. Ils avaient l'air petits, brisés et totalement pathétiques. Il semble que l'enfant en or ait refusé votre demande de sauvetage, ai-je dit, ma voix à peine plus qu'un murmure. Vous avez 20h45. Je vous suggère de commencer à passer des appels. Je leur ai tourné le dos, j'ai quitté le salon et je me suis dirigé vers les escaliers menant à ma chambre. Je suis entré dans ma petite chambre spartiate et j'ai doucement fermé la porte. J'ai tourné le verrou. Le clic du pêne dormant a sonné comme la fermeture d'un coffre-fort. Je n'ai pas allumé les lumières. Je me suis approché de l'unique fenêtre et j'ai regardé la rue. Le soleil commençait à se coucher, projetant de longues ombres sombres sur les pelouses parfaitement entretenues du quartier. Dehors, tout semblait complètement normal. Dedans, un empire brûlait. J'ai tiré ma chaise de bureau au centre de la pièce, je me suis assise dans le noir et j'ai écouté. Les murs de la maison étaient fins, et pour la première fois de ma vie, j'ai considéré cela comme une bénédiction architecturale. Je n'avais pas besoin d'être dans la même pièce pour assister à la destruction. Je pouvais en entendre chaque seconde angoissante. Le silence en bas n'a duré qu'environ 10 minutes avant que la panique ne s'installe vraiment. Puis la symphonie a commencé. D'abord, il y a eu la dispute hurlante. Ce n'était pas la dispute calculée et manipulatrice qu'ils utilisaient contre moi. C'était le déchirement vicieux et féroce de deux animaux acculés qui se retournent l'un contre l'autre. Arthur a crié sur Eleanor pour avoir élevé une gamine égoïste comme Chloé. Il a blâmé Eleanor de l'avoir poussée à obtenir les fonds pour l'école de médecine. Eleanor a hurlé en retour, blâmant Arthur pour son arrogance, pour avoir cru qu'il était assez intelligent pour déjouer une auditrice. Pour ses dettes de jeu qui les avaient mis dans cette situation désespérée en premier lieu. Ils se sont jetés 10 ans de ressentiment refoulés à la figure, leur voix rauque et laide. Puis le véritable désespoir a pris le dessus. Les appels téléphoniques ont commencé.
J'ai entendu Arthur faire les 100 pas dans son bureau juste en dessous de ma chambre. Sa voix, habituellement un baryton tonitruant d'autorité, était réduite à un gémissement frénétique et suppliant. Il était au téléphone avec son courtier en investissement. Je me fiche des pénalités de retrait anticipé, a crié Arthur au téléphone. Je me fiche des impôts sur les plus-values. J'ai besoin que tout soit liquidé maintenant. Les comptes de retraite, les fonds communs de placement, les obligations d'urgence. Vendez tout à l'ouverture du marché demain et virez-le sur mon compte courant principal. Oui, je sais que c'est une perte. Faites-le, c'est tout. Il était en train de brûler son propre avenir financier. Il détruisait 30 ans d'économie pour couvrir une seule erreur désespérée. Pendant qu'Arthur liquidait sa vie, Eleanor était au téléphone dans la cuisine, pleurant hystériquement. Elle appelait ses amis riches, les femmes avec qui elle jouait au tennis, les femmes avec qui elle buvait du vin et se vantait de Chloé. Suzanne, s'il te plaît, sanglotait Eleanor, sa voix résonnant dans le conduit d'aération. Nous avons juste besoin d'un prêt-relais à court terme. Juste quelques centaines de milliers. Arthur a fait une terrible erreur sur le marché. Nous allons tout perdre. S'il te plaît, nous sommes des amis de la famille. J'ai écouté comment, une par une, la bonne société de leur banlieue aisée lui a claqué la porte au nez. Les amitiés construites sur une base de fausses richesses et de commérages de country club ne survivent pas aux demandes de prêts en espèces massifs et non garantis. J'ai entendu Eleanor raccrocher le téléphone et le jeter contre le mur de la cuisine dans un accès de rage. Toute la nuit, la maison a vibré de l'énergie chaotique de la ruine totale. J'ai entendu Arthur essayer de négocier un prêt sur titre prédateur sur sa voiture de luxe. J'ai entendu Eleanor sangloter par terre. Je les ai entendus appeler Chloé 2 autres fois, pour que leurs appels soient directement envoyés sur la messagerie vocale. Je suis resté assise dans le fauteuil sombre, les mains croisées sur mes genoux. Je n'ai pas dormi. Je ne me sentais pas fatigué. Je ressentais le poids profond et apaisant de la justice. Pendant 10 ans, cette maison avait été une machine conçue pour extraire ma force vitale et la convertir en leur confort. Cette nuit, la machine avait été mise en marche arrière. Elle se déchirait elle-même, engrenage par engrenage, boulon par boulon. C'était un processus brutal et laid, mais c'était nécessaire. Le cancer devait être complètement retiré. Alors que le soleil commençait à se lever, projetant une pâle lumière grise à travers ma fenêtre, la maison est finalement tombée dans le silence. Ce n'était pas le silence de la paix. C'était le silence de l'épuisement absolu. Ils avaient passé toute la nuit à se vider financièrement. Je me suis levé, j'ai étiré mes jambes et j'ai déverrouillé ma porte. Il était temps pour l'audit final. Je suis descendu à 11 heures précises du matin. La maison sentait légèrement la sueur rance et la peur. J'ai trouvé Arthur et Eleanor assis à l'îlot de la cuisine. On aurait dit qu'ils avaient vieilli de 20 ans en une seule nuit. Arthur n'était pas rasé. Ses yeux étaient injectés de sang, ses mains tremblaient alors qu'il fixait l'écran lumineux de son ordinateur portable. Eleanor était affalée sur le comptoir, les cheveux en désordre, fixant le mur d'un air absent. Les morceaux brisés de sa tasse de thé étaient toujours sur le sol du salon. Je suis allé au réfrigérateur, je me suis versé un verre d'eau froide et je me suis appuyé contre le comptoir. Je n'ai pas dit un mot. J'ai simplement regardé l'horloge sur le micro-ondes. 11h15, 11h30. 11h40, la tension dans la pièce était si épaisse qu'elle ressemblait à une pression physique. Arthur continuait de rafraîchir la fenêtre du navigateur de son ordinateur portable, son doigt tapotant la touche avec une désespérante frénésie rythmique. À 11h47 précise, mon téléphone portable a vibré dans ma poche. C'était le même bourdonnement distinct et soutenu que j'avais entendu la veille dans mon bureau. J'ai sorti mon téléphone et j'ai regardé l'écran. La notification disait « Virement entrant de 2 340 000 $ crédité sur votre compte d'épargne se terminant par 4 591. » J'ai levé les yeux de mon écran. Arthur me fixait, les yeux écarquillés, la poitrine haletante. C'est passé. Arthur a râpé, sa voix à peine un murmure. J'ai liquidé la retraite. J'ai pris un privilège à taux d'intérêt élevé sur la maison. J'ai vendu les bijoux d'Eleanor à un prêteur sur gage ce matin. Nous avons tout remis. Chaque centime. Le compte est entier. Il s'est affalé sur sa chaise, passant une main tremblante sur son visage. Il a laissé échapper un long souffle frissonnant. C'est fini. Nous avons fait ce que tu as demandé.
Maintenant, supprime la vidéo, Audrey. Nous en avons fini. J'ai regardé la confirmation sur mon écran. Ils l'avaient vraiment fait. Ils avaient détruit toute leur existence financière, s'étaient plongés dans des dettes massives et avaient sacrifié leur retraite juste pour éviter la prison. J'ai pris une longue gorgée de mon eau. J'ai posé le verre sur le comptoir. J'ai regardé Arthur droit dans les yeux. Merci d'avoir équilibré le registre, Arthur, ai-je dit, ma voix complètement plate. Les fonds volés ont été vérifiés. Puis j'ai ouvert l'application de messagerie sur mon téléphone. J'ai navigué jusqu'au dossier des brouillons. J'ai ouvert l'email adressé au procureur de district, au FBI et au service des fraudes de la banque. Le fichier vidéo et les photos étaient joints. Cependant, ai-je continué, gardant mes yeux fixés sur les siens. Il semble y avoir un malentendu concernant les termes de notre arrangement. Arthur s'est figé. Eleanor a lentement relevé la tête du comptoir. Vous avez supposé que rendre l'argent volé achèterait votre immunité, ai-je dit. Mais je suis une auditrice. Je sais que rendre l'argent n'annule pas la fraude. Cela n'efface pas les signatures contrefaites, et cela n'efface certainement pas les 10 années que vous avez passées à me traiter comme une esclave pour financer les illusions de votre enfant en or. J'ai déplacé mon pouce sur le bouton d'envoi. Je vous ai dit hier soir que si vous rendiez l'argent, j'envisagerais de garder le fichier, ai-je dit doucement. J'y ai réfléchi, et j'ai décidé que rendre l'argent n'est pas suffisant. Ce n'est pas une négociation, Arthur. C'est une conséquence. J'ai appuyé sur envoyer. L'écran a clignoté, indiquant que le message avait été envoyé. Arthur a crié. C'était un son primal, guttural, de pure terreur et de rage. Il s'est jeté par-dessus l'îlot de la cuisine vers moi, les mains tendues. Je n'ai pas bronché. J'ai simplement reculé, le laissant s'écraser contre le comptoir. Tu avais promis, a-t-il rugi, de la salive volant de ses lèvres. Nous avons tout abandonné. Nous n'avons plus rien. Vous avez exactement ce que vous méritez, ai-je répondu en lui tournant le dos et en me dirigeant vers la porte d'entrée. Je vous suggère d'appeler un très bon avocat de la défense. Vous en aurez besoin. Les autorités ont agi beaucoup plus vite que je ne l'avais prévu. La présence d'une vidéo haute définition montrant un crime fédéral clair et sans ambiguïté, combinée à la chronologie détaillée que j'avais fournie, a rendu leur travail incroyablement facile. Il était 2 heures de l'après-midi. J'étais assise sur les marches du Porsche, mes bagages déjà faits et posés près de la porte d'entrée. J'attendais. 2 berlines noires banalisées et une voiture de patrouille noire et blanche ont tourné dans notre rue calme et parfaitement entretenue. Elles n'ont pas utilisé leurs sirènes, mais les gyrophares rouges et bleus se reflétaient sur les fenêtres des maisons voisines. L'illusion de la banlieue aisée était enfin brisée. Les voitures se sont garées juste devant la maison. 4 détectives en civil et 2 officiers en uniforme en sont sortis. Ils se sont déplacés avec une efficacité rapide et exercée. Un grand détective en costume gris s'est approché du Porsche. Il m'a regardé. « Audrey ?» a-t-il demandé. « Oui, ai-je répondu en me levant. Ils sont à l'intérieur, dans la cuisine. »« Merci, a-t-il dit. Il a fait signe aux autres officiers, et ils sont passés devant moi, poussant la porte d'entrée. Je suis resté sur la pelouse et j'ai regardé à travers la grande baille vitrée. Il n'y a pas eu de grande lutte. Lorsque les détectives ont montré leur badge et ont annoncé les mandats d'arrêt pour vol qualifié et vol d'identité, toute la combativité a simplement quitté Arthur. Il s'est levé, les épaules affaissées, et a lentement mis ses mains derrière son dos. Le clic métallique des menottes était assez fort pour être entendu à travers la vitre. Eleanor a réagi différemment. Elle s'est effondrée sur le sol, pleurant hystériquement, suppliant les officiers de ne pas l'emmener, criant que c'était un malentendu, que tout était pour Chloé. Une policière l'a doucement mais fermement relevé et lui a attaché les poignets avec des attaches autobloquantes. Les voisins commençaient à se rassembler sur leur pelouse. Les personnes qu'Eleanor avait essayé de supplier pour de l'argent la nuit dernière se tenaient maintenant sur leur Porsche, regardant le spectacle avec une curiosité morbide. La ruine sociale était absolue. Les officiers ont d'abord fait sortir Arthur. Il gardait la tête basse, refusant de regarder les voisins, refusant de me regarder. Il a été placé à l'arrière de la voiture de patrouille. Eleanor a suivi, son maquillage maculé sur son visage, sanglotant de manière incontrôlable. Alors que la voiture de patrouille s'éloignait, emportant mes parents hors de ma vie pour toujours, mon téléphone a vibré.
C'était un texto d'un numéro inconnu. C'est Chloé. La police est à mon appartement. Ils remorquent ma voiture. Ils disent qu'elle a été achetée avec le produit d'un crime. Qu'est-ce que tu as fait, espèce de psychopathe? Tu as ruiné ma vie. J'ai lu le texto. Je n'ai pas répondu. J'ai simplement bloqué le numéro. Le rêve de Chloé d'aller à l'école de médecine était terminé. Sans l'argent des frais de scolarité, et avec sa voiture saisie, elle devrait abandonner ses études et affronter le monde réel. L'écosystème doré s'était officiellement effondré. Le karma n'est pas une force mystique. Parfois, c'est simplement un audit bien exécuté. Je suis retourné dans la maison vide. Le silence était profond. Ce n'était pas le silence oppressant et terrifiant des règles d'Arthur. C'était le silence d'un champ de bataille après que la guerre ait été définitivement gagnée. J'ai pris ma seule valise. Je suis sorti par la porte d'entrée, je l'ai verrouillée et j'ai laissé tomber la clé dans la boîte aux lettres. J'avais déjà signé une procuration à un avocat immobilier. Il avait pour instruction de vendre la maison, qui était maintenant de toute façon lourdement hypothéquée, et d'utiliser les maigres profits restants pour payer les avocats de la défense pénale de mes parents. C'était ma dernière écriture de clôture dans le registre familial. Je partais sans rien devoir. Je suis monté dans ma Honda fiable et usée, j'ai démarré le moteur et je suis parti. Je n'ai pas regardé dans le rétroviseur. J'ai conduit pendant 3 jours. J'ai quitté la ville, les cabinets comptables, les souvenirs de l'impôt de 80%. J'ai conduit jusqu'à ce que le paysage change, jusqu'à ce que l'air sente les pins et la terre fraîche au lieu des gaz d'échappement et de l'ambition. J'ai fini dans une petite ville tranquille nichée dans les contreforts des montagnes. C'était le genre de ville où les gens connaissaient leurs voisins mais respectaient leur vie privée. En utilisant les fonds de mon compte en fiducie sécurisé, mon argent réel, accessible légalement et en toute sécurité avec mon porte-clés en titane, j'ai acheté une maison. J'ai payé en espèces. C'était une belle maison coloniale de 2 étages peinte en jaune beurre doux. Elle avait un large porche qui faisait le tour, un chêne massif dans le jardin de devant, et de grandes fenêtres qui laissaient la lumière du soleil inonder chaque pièce. C'était l'exact opposé de la maison sombre et oppressante dans laquelle j'avais grandi. Reconstruire ma vie a été un processus lent et délibéré. Je ne me suis pas précipité. J'ai passé des semaines à peindre les murs, à choisir des meubles que j'aimais vraiment, à remplir l'espace de livres et de plantes. J'ai pris un travail peu stressant de comptabilité pour une boulangerie locale juste pour avoir une raison de sortir de la maison et de parler aux gens. J'ai adopté un chien du refuge local, un bâtard terrier à 3 pattes hirsutes qui avait été abandonné. Je l'ai appelé Georges. Nous passions nos matinées à nous promener au bord de la rivière et nos soirées assis sur le porche. Je n'ai jamais vérifié les nouvelles pour voir ce qui était arrivé à Arthur et Eleanor. Je me fichais qu'ils aient conclu un accord de plaidoyer ou qu'ils soient allés en procès. Ils étaient des fantômes pour moi maintenant. Ils appartenaient à une vie passée. Un après-midi chaud de fin septembre, j'étais assise sur la balançoire du porche. Georges dormait à mes pieds, son menton reposant sur ses pattes. J'avais une tasse de thé chaud dans ma main et un livre posé sur mes genoux. Le quartier était calme, à l'exception du bruit du vent bruissant dans les feuilles du chêne. J'ai regardé la maison jaune. J'ai regardé la lumière du soleil frapper les planches du porche. J'ai senti les battements réguliers et calmes de mon propre cœur. Pendant 10 ans, j'avais été un actif, une machine, une victime. J'avais été acculé dans un coin, et je m'en étais sorti en utilisant les seules armes que j'avais, la logique, la patience et l'efficacité brutale d'une trace écrite. J'ai pris une grande inspiration d'air pur. J'ai réalisé que la colère était enfin partie. L'auditrice froide et calculatrice qui avait démantelé sa famille n'était plus nécessaire. Elle avait fait son travail. Elle avait construit le pare-feu. Maintenant, j'étais juste Audrey. Et pour la première fois de toute ma vie, j'étais enfin chez moi.